Bonjour, je m'appelle donc Sabrina Marnet-Letellier, je suis praticienne en nutrition et micronutrition et aujourd'hui je vais vous parler donc d'une thématique qui me tient toujours très à cœur et qui est les intolérances alimentaires. Le fait que les intolérances alimentaires, non, ce n'est pas que dans votre tête. Voilà, donc c'est le titre d'une conférence que j'ai fait il y a peu de temps au GOLC, donc au salon je vais y arriver, au salon des médecines douces et de la santé naturelle. Bon, le son était vraiment très mauvais, donc j'ai décidé de la refaire aujourd'hui. Donc cette thématique, elle me tient beaucoup à cœur parce que donc moi à la base j'étais ingénieure en nutrition, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'agroalimentaire avant de devenir micronutritionniste et j'irais de passer de l'autre côté de la frontière entre guillemets. Et surtout, donc, je souffre de plusieurs intolérances alimentaires, ou plus exactement de plusieurs hypersensibilités alimentaires retardées. Et au début, donc, quand ça m'est arrivé, j'avais beaucoup de symptômes qui n'étaient pas du tout liés à l'intestin, parce que moi, c'était des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Enfin, je me suis retrouvée en 2014, j'avais l'impression d'avoir le corps d'une femme de 70 ans, quoi. C'était terrible. Alors certes, j'étais très sportive, donc je m'étais dit, ok, mon corps est un peu usé, mais enfin à ce point-là, ça en devenait trop. J'avais aussi beaucoup de maux de tête, c'était toutes les semaines, et puis j'avais perdu du poids. Moi qui étais très stable niveau poids depuis à peu près 20 ans, j'ai perdu 5 kilos quand on en fait 50. On voit quand même tout de suite la différence et on dit il y a quelque chose qui va pas. Et à cette époque, les médecins, les thérapeutes que j'avais rencontrés me disaient non, tout va bien, vos analyses sont normales, madame, tout va bien, c'est dans votre tête. Et donc là, c'est très frustrant. C'est très frustrant parce qu'on sent bien que c'est pas dans la tête, hein, on sent bien qu'il y a quelque chose, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'identifier. Bon, mais on sent bien qu'il y a quelque chose. Et j'ai beaucoup de patientes qui sont dans ce cas-là, qui viennent me voir, je dirais, un peu après une certaine errance médicale, où on leur dit, madame, non, vous êtes constipée, mais c'est dans votre tête, c'est le stress. Je veux bien qu'il y ait un effet de stress, c'est indéniable, mais il n'y a souvent pas que ça. Donc c'est quand même intéressant de savoir où regarder, et là on s'aperçoit que non, ce n'est pas que dans notre tête. Donc déjà, quand on parle d'hypersensibilité alimentaire, de quoi parle-t-on? Donc il existe plusieurs réactions adverses vis-à-vis des aliments. Il y a des réactions qui font intervenir l'immunité et des réactions qui ne font pas intervenir le système immunitaire. Dans ces réactions non immunologiques, donc, on a l'intolérance au lactose, hein, qui est en fait un manque d'enzymes pour digérer le lactose. On a des pseudo-allergies, donc l'intolérance à l'histamine. Dans ce cas-là, il nous manque certaines enzymes qui dégradent l'histamine qui est naturellement apportée par les aliments ou qui est naturellement fabriquée par notre corps. Donc on va développer des réactions de type allergique. Et puis il y a l'intoxication alimentaire. Et derrière, on a aussi des réactions qui font intervenir notre système immunitaire, la plus connue étant l'allergie classique, hein, qui est liée aux IgE, donc aux anticorps de type IgE. Donc là, en général, c'est assez direct, c'est assez violent. On mange l'aliment, on gonfle, ou on devient tout rouge, enfin, on a des difficultés à respirer. En général, on n'a pas trop de doutes quant aux aliments qui nous posent problème. Et il y a les allergies alimentaires retardées, dites de type 3, ou hypersensibilité alimentaire retardée, qui elles sont liées à une autre partie de nos anticorps que sont les IgG. Donc j'ai fait une précédente vidéo un petit peu sur ce thème-là et sur les tests qui permettent d'identifier notamment ces intolérances alimentaires. Donc je ne vais pas m'appesantir plus loin. Mais effectivement, donc on a quand même ces différences-là. Dans le cas des hypersensibilités alimentaires, donc de type 3, ça commence par un intestin qui est à un moment endommagé. Cet intestin, il devient trop perméable ou poreux, et donc il y a des protéines alimentaires, souvent mal digérées, qui vont passer la barrière intestinale, alors qu'elles ne devraient pas. Derrière, le corps va les détecter comme un ennemi et va envoyer ces petits anticorps se mettre dessus. Donc on a un complexe immun. Ce complexe, donc anticorps-antigène, soit il va être éliminé
comme ça par le corps, et je dirais on n'en parle pas, ça n'a pas d'incidence, soit ça va activer le reste de notre système immunitaire qui va venir le détruire. En le détruisant, ça va vous faire une petite inflammation localisée. Cette inflammation, l'aliment, s'il est réintroduit tous les jours, plusieurs fois par jour, vous imaginez bien, ça vous fait une inflammation sur une inflammation sur une inflammation, ça vous fait un terrain inflammatoire. Ce terrain peut être très généralisé, et pas forcément localisé, donc là ça va se traduire plutôt par de la fatigue chronique, par des difficultés dans la perte de poids, par beaucoup de rétention d'eau, notamment les gens qui ont tendance à faire la rétention d'eau, c'est lié à ça, ou encore avec de la cellulite. Voilà, ça c'est de l'inflammation de bas grade, j'irais généralisée. Et après, on a, si le complexe anticorps-antigène se fixe sur une partie, va se fixer sur une partie du corps, ça peut être sur un tendon, sur une articulation, ou au niveau RL ou autre, là on va avoir plutôt des symptômes localisés. Donc des tendinites à répétition, des maux de tête à répétition, ça peut être des sinusites, des rhinites, des otites à répétition, de l'eczéma, de l'urticaire, etc. Bref, tout ce qui est chronique fait penser à l'existence de ce terrain inflammatoire. Et c'est là où est la difficulté, c'est qu'on a finalement tout un tas de symptômes qui peuvent être très différents, qui ont une origine commune qui est l'inflammation, en fait, une inflammation de bas grade, mais qui derrière peut toucher soit la sphère intestinale, on peut avoir juste un syndrome de l'intestin irritable, ou avoir des problèmes de transit, constipation ou diarrhée ou alternance des deux, ou alors on peut avoir, comme ce que j'avais moi, des douleurs plutôt articulaires, musculaires, etc. Donc c'est toujours effectivement difficile de le lier à des problèmes d'hypersensibilité alimentaire parce que ce n'est pas toujours relié à l'intestin. Mais c'est quand même bien réel, c'est pas dans votre tête. Malgré tout, j'ai quand même dû me faire à l'idée que c'était quand même très fortement lié aux émotions. Parce que bon, moi quand ça m'est arrivé, donc j'étais un peu dans la négation de me dire non, c'est bien réel, c'est bien dans mon intestin, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas dans ma tête, quoi. Et à force de le nier, j'ai fini par m'en convaincre, jusqu'au jour où je me suis aperçue que j'avais quand même des périodes de crise, où je sortais et de nouveau je devais enlever certains aliments, et où j'avais une candidose qui se développait en parallèle. C'est très souvent lié, la candidose, parce qu'elle est très souvent à l'origine de l'hyperperméabilité intestinale. Et je m'apercevais que quand j'avais des grandes périodes de stress, moi je suis très calme, c'est ironique bien sûr, mais quand j'avais des grosses poussées de stress, j'avais cette candidose qui revenait, j'avais l'intestin qui serait enflammé, et voilà, je pouvais avoir de nouveau des symptômes qui arrivaient. Donc j'ai quand même dû me faire à l'idée qu'il y avait une dimension émotionnelle. Et je le voyais aussi dans beaucoup de mes patientes, j'ai énormément de patientes avec des problèmes d'hypersensibilité alimentaire où il y a vraiment une composante émotionnelle. Pas chez tout le monde, bien sûr, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais elle est toujours là. Et du coup, je me suis intéressée à l'incidence du stress. Quel est l'impact du stress sur la sphère digestive? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est quand on est stressé, en général, on a tendance à aller vers notre anti-stress préféré, qui est le sucre. Donc on va grignoter, ça va nous détendre, on va fabriquer des hormones anti-stress, donc ça va nous détendre, et donc voilà, on grignote. Le deuxième, ça va modifier notre flore. Il y a des tests, des études cliniques qui l'ont montré. On prend deux catégories de souris axéniques, c'est-à-dire des souris qui n'ont pas de flore intestinale. Certaines, on va les mettre dans un environnement stressant, d'autres, on va les mettre dans un environnement plutôt calme, avec la musique douce, etc. Et au bout d'un certain temps, on va prendre le contenu de l'intestin de la souris qui est mis dans un environnement de stress, et on va l'insérer dans la souris qui n'était pas stressée. Et là, on s'aperçoit que la souris, on va l'appeler zen, se met à développer des troubles du comportement comme la souris qui était stressée. Donc on a bien une flore spécifique en fait aux animaux ou aux personnes qui vont être stressées. Et notamment la candidose est assez sensible à ce stress.
Et le dernier effet, c'est l'acidification de l'organisme. Alors bien sûr, hein, j'entends déjà les médecins hurler au scandale. Oui, l'organisme a toujours un pH standard, on n'a pas d'acidose en tant que telle, ou sinon on passe un peu l'arme à gauche. Mais c'est le stress, voilà, génère du stress oxydant, on va dire, génère un excès d'acidité. Et donc, c'est quand même une réalité. Et donc, ces trois facteurs, hein, le grignotage, le déséquilibre de flore, l'acidification de l'organisme, tout ça, ça favorise les candidoses intestinales, donc le développement de la levure qui s'appelle Candida albicans. Et en se développant, cette levure qui est chez tout le monde, mais quand elle devient trop présente, elle prend trop de place, hein. Elle commence à vous balancer des toxines qui finissent dans le foie, donc ça fatigue, on a un foie qui marche moins bien, et elle augmente l'hyperperméabilité intestinale, donc qui est une des premières causes en fait de l'arrivée d'hypersensibilité alimentaire. Et ensuite le stress, dernière conséquence, le stress augmente aussi l'inflammation au niveau digestif. Donc là encore, ça peut modifier la flore et ça peut modifier la perméabilité de la paroi intestinale. Donc effectivement, le stress, qu'il soit aigu ou chronique, a vraiment un effet délétère au niveau de l'écosystème intestinal. Et ce lien est bidirectionnel. C'est là toute la difficulté, c'est que quand on est stressé, donc on va modifier notre écosystème digestif, mais quand on a une dysbiose, un déséquilibre de flore qui peut aussi venir d'autres causes comme la prise de médicaments, une mauvaise alimentation, les métaux lourds, ou autre, cette dysbiose peut à son tour générer du stress et de l'anxiété. C'est vraiment bidirectionnel et c'est là toute la difficulté, notamment des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'on a du mal à dire quelle est la poule et l'œuf. Il y a une partie stress, il y a une partie déséquilibre au niveau digestif, et quand ça ne va pas en bas, ça ne va pas en haut, et inversement. Donc c'est un peu, je dirais, un cercle infernal. D'où, je dirais, la nécessité vraiment de considérer la personne dans son intégralité. On n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'un intestin, on est vraiment un tout. Et même quand l'intestin ne va pas bien, souvent c'est intéressant de regarder un peu en amont ce qui se passe en digestion haute pour s'assurer que ça se fait bien, parce qu'encore une fois, quand on est stressé, on peut avoir soit un excès d'acidité au niveau de l'estomac, soit au contraire un manque d'acidité, et donc on digère mal. Donc on envoie dans notre intestin des aliments mal digérés, et donc ça peut faire une porte ouverte à une inflammation, à plus de gaz, à des intolérances alimentaires. Donc c'est vraiment un tout, c'est vraiment un ensemble. Et moi je m'accroche vraiment à ça, de plus en plus je travaille vraiment sur la personne dans son intégralité, pour essayer de comprendre un peu la cause de ces problèmes, l'origine première, agir aussi dessus, et puis toujours travailler. Alors je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, mais voilà, je travaille beaucoup sur cet aspect-là. Maintenant, j'avais juste deux petits cas patients que je voulais vous présenter. Donc le premier, c'est Sabine, 55 ans, qui me consulte en août 2019 pour des gastrites chroniques et des problèmes digestifs. Le déclencheur, à la base, c'était un fort stress, un burn-out, il y a 2 ans. Donc là, elle a à peu près identifié, c'est-à-dire que ses problèmes ont commencé à partir de ce moment-là. Donc elle a fait une analyse, donc une candidose qui est positive et plusieurs hypersensibilités alimentaires qu'elle a détectées. Donc il y avait la levure, il y avait quelques noix et oléagineux, il y avait de l'orge, il y avait le gluten, il y avait plusieurs aliments. Et donc là, on est en train de traiter tout ça. Donc on a supprimé les aliments qui lui déclenchaient ces problèmes digestifs, qui lui déclenchaient, dont les anticorps IgG étaient trop élevés. On est en train de traiter la candidose et déjà tous ces symptômes au niveau gastrique, etc., tout ça c'est en train de passer. Mais elle aussi, elle s'aperçoit beaucoup que dès qu'elle va avoir une journée un peu plus stressante, hop, ça va remonter, elle va avoir des symptômes qui vont revenir. Donc on travaille avec elle, donc elle a mis en place la respiration en cohérence cardiaque,
Elle essaye un petit peu le yoga, elle essaye d'autres techniques pour travailler aussi sur cette partie de gestion des émotions, parce que de plus en plus, elle s'est rendue compte que oui, ces émotions jouaient beaucoup sur son état de santé. Deuxième cas de patient, c'est Louise, 34 ans, qui est végane et qui me consulte en septembre pour des problèmes digestifs et une anxiété soudaine et importante. Donc suite en fait à un marathon, elle s'est retrouvée en état mais vraiment d'anxiété très profonde. Elle ne comprenait pas pourquoi, elle n'avait jamais eu ce problème avant. Et puis aussi des pathologies digestives. Donc on a fait une analyse, encore une fois, une candidose positive et plusieurs hypersensibilités alimentaires. Donc là aussi, les hypersensibilités, il y en avait quand même beaucoup, donc c'est assez fréquent chez les sportifs, notamment des sportifs d'endurance, et encore plus dans la course, parce que c'est une activité qui crée ce qu'on appelle l'ischémie-reperfusion. C'est-à-dire que quand on fait de l'activité pendant longtemps, le sang quitte les parties non vitales pour aller irriguer les muscles. Et donc on se retrouve avec un intestin qui est privé d'oxygène, il y a moins de sang qui y arrive, il y a moins d'oxygène, donc on a des cellules qui commencent à se nécroser et à mourir. Quand on arrête l'activité, on a le sang qui revient directement et assez massivement au niveau de l'intestin. Et là, ça fait un peu un choc et on a donc des cellules qui vont vraiment se nécroser. Et quand ça arrive au niveau intestinal, ça augmente l'inflammation intestinale et la porosité intestinale. D'où la présence plus fréquente d'hypersensibilité alimentaire chez les sportifs d'endurance. Et donc là encore, chez cette jeune patiente, on a travaillé d'une part sur l'éviction des aliments pour arrêter toutes les inflammations et pouvoir soigner son intestin. Et en même temps, on travaille sur la candidose. Et là, la patiente s'est vraiment aperçue qu'elle avait beaucoup de mieux quand elle arrêtait le sucre. Donc quand on arrêtait de nourrir sa candidose, sans compter l'effet du sucre aussi indirect sur le cerveau. Et encore une fois, que quand elle craquait, qu'elle reprenait du sucre, ou quand elle craquait, qu'elle avait des périodes de stress un peu plus intenses, hop, ça reflambait. Donc chez elle aussi, il y avait vraiment, là pour le coup, l'effet stress était plutôt une conséquence en fait de son hyperperméabilité, pas forcément une cause, mais il y a vraiment ce lien étroit qui se fait. Donc pour conclure cette petite vidéo, les hypersensibilités alimentaires entraînent une inflammation de bas grade qui est à l'origine de symptômes très divers et souvent chroniques. Voilà, donc si vous avez les différents symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure, tout ce qui est pathologie chronique, maladie auto-immune, pensez bien aussi à ça, maladie auto-immune, à regarder du côté des hypersensibilités alimentaires, syndrome de l'intestin irritable ou alors des pathologies chroniques par ailleurs. Pensez aux hypersensibilités alimentaires. Donc non, ce n'est pas dans votre tête, c'est bien réel. Elles sont liées, ces hypersensibilités, à une hyperperméabilité intestinale, dont les causes peuvent être assez diverses. Le stress peut être un déclencheur ou un facteur aggravant. Et il y a aussi la dysbiose et l'existence d'hypersensibilité alimentaire peut aussi générer de l'anxiété, du stress, voire un sentiment de dépression. Donc c'est pour ça que traiter juste la tête sans traiter l'intestin ou inversement, c'est souvent non suffisant. Donc il y a vraiment la nécessité d'une prise en charge globale de la personne, et encore une fois, c'est de considérer les personnes dans leur intégralité. On n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'un intestin. Donc c'est vraiment en prendre conscience, et à chacun, c'est aussi de réapprendre à écouter notre corps, parce que notre corps nous envoie des messages de souffrance, et donc il faut vraiment les comprendre et les écouter, plutôt que de dire bon, je fais avec, je serre les dents et puis j'avance. Au bout d'un moment, le corps il peut plus, quoi. Donc c'est vraiment savoir s'arrêter et savoir agir quand on sent que qu'il commence à y avoir quelque chose. Et pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que tout seul, on n'a pas forcément toute la connaissance, parce que c'est très complexe, et que, comme je vous dis, c'est bien de considérer la digestion dans son intégralité, la personne dans son intégralité, et pour ça, un thérapeute
pourra sûrement vous aider. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à me contacter par mail ou à m'appeler aux coordonnées qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé, mettez un petit commentaire ou partagez. Merci.